Bonjour tout le monde, bienvenue à l'envers des choses, le podcast dans lequel on explore la face cachée de nos pensées, de nos croyances, des interprétations qu'on donne aux circonstances, des jugements qu'on porte sur soi et sur les autres. Est-ce qu'on peut absolument savoir que ce qui se dit dans notre tête est vrai, que c'est absolument vrai? Mon nom est Catherine Tremblay. Je suis contente de vous retrouver. Ça faisait un bout depuis mon dernier épisode. Et là, je suis installée à ma table de travail avec vue sur les montagnes enneigées des Laurentides. J'ai envie, dans cet épisode-ci, de vous partager les constats que je fais après coup par rapport à mon diagnostic de cancer. Plus précisément, j'ai envie de vous parler de ces émotions refoulées auxquelles j'ai commencé à accéder depuis le diagnostic. Alors, pour vous remettre en contexte, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein en décembre 2020. J'ai été opérée et j'ai suivi des traitements de radiothérapie. Je devais en faire 22, mais je me suis arrêtée à 15. J'ai aussi décidé de ne pas entreprendre l'hormonothérapie. Et je fais une parenthèse ici. Je veux réitérer que le choix que j'ai fait d'arrêter les traitements était profondément en lien avec mon ressenti. J'avais le désir d'aller voir si je pouvais retrouver l'état d'équilibre dans mon corps sans recours à la médication, et ce, malgré les risques que ça comportait et que ça peut encore comporter. Ce qui est vrai pour moi par rapport au traitement n'est pas nécessairement vrai pour quelqu'un d'autre. Donc, je ne prétends pas détenir la vérité absolue en ce qui concerne le fait de prendre ou de ne pas prendre un traitement. J'ai absolument rien contre la médecine, ni contre la science. Je suis dans un processus d'exploration de mon monde intérieur depuis plusieurs années. Quand le diagnostic de cancer est tombé, j'ai été surprise et pas surprise en même temps. Je dois admettre qu'il y avait une forme de déni au départ. Mais au fur et à mesure que j'ai fait de la place à tout ce que je vivais par rapport au diagnostic, les sensations physiques, les pensées, les émotions, il y a des prises de conscience qui ont commencé à émerger. Quelque part en avril de l'année passée, je suis allée me faire donner un massage shiatsu. Donc, tout habillé, sur un futon installé par terre. Et puis environ une demi-heure après le début du massage, des images qui ont commencé à se manifester dans ma tête. C'étaient des images de mon frère, qui avait failli se noyer quand on était enfant. On devait avoir 4 ou 5 ans. Et plus le massage continuait, plus ces images devenaient intenses, avec une grande charge émotionnelle. Et puis soudainement, j'ai éclaté en sanglots. Et mes sanglots étaient tellement incontrôlables que c'était comme un barrage qui cédait. J'ai ressenti à ce moment-là l'impuissance, la vulnérabilité que j'avais ressentie enfant quand j'avais vu le corps de mon petit frère sur le bord de la piscine. Et puis là, je vous rassure parce que non, il n'est pas décédé. Mais du coup, la pensée qui était présente à ce moment-là, c'est « je dois le protéger, je dois m'assurer qu'il soit en sécurité, je dois faire en sorte qu'il ne se retrouve jamais dans la même situation. » Donc, ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est comme un élan maternel vis-à-vis de lui et qui s'est poursuivi pendant plusieurs décennies. Et c'est seulement il y a quelques années que j'ai commencé à prendre conscience de cette espèce de dynamique que je vivais avec mon frère, où je le traitais souvent comme un petit gars. Je réalisais pas à ce moment-là, on était adultes, mon frère vivait sa vie d'homme. On a juste 1 an de différence. Alors je réalisais pas pleinement sa puissance, sa capacité à accéder à ses propres ressources, à trouver ses solutions. J'étais engluée dans un rôle de sauveur. Donc, de retour au cancer du sein, ce que j'ai appris plus tard, c'est que le sein, c'est le symbole du clan. De façon plus littérale, pour moi, le sein représente la mère, celle qui nourrit, qui protège, qui prend soin.
plus récemment, j'ai commencé à réaliser que l'impression que j'ai eue, enfant, que mon frère était en danger quand on l'a sorti de l'eau, c'était en fait l'impression d'être moi en danger. La croyance à ce moment-là, c'était que si mon frère devait mourir, le sentiment d'abandon et la tristesse que j'imaginais serait absolument insoutenable pour moi. Et c'est ces émotions de peur, de vulnérabilité, d'impuissance par rapport à mon frère que j'ai pas été en mesure d'accueillir à ce moment-là. J'ai pas de jugement par rapport à ça. D'une part parce que j'avais pas, moi, la conscience nécessaire pour le faire. Et d'autre part parce que notre culture ne nous enseigne tout simplement pas à vivre pleinement nos émotions. Donc ma peur a été refoulée. J'ai inconsciemment mis en place des mécanismes de défense, des stratégies pour ne pas ressentir l'inconfort de ma peur. Le problème avec nos mécanismes de défense, c'est que, en apparence, ça nous promet sécurité et contrôle. Mais ça ne résout pas le sentiment sous-jacent de peur. La peur demeure intacte à l'intérieur de nous. J'ai eu recours à la posture du sauveur pour me donner le sentiment d'avoir du contrôle sur la situation. Que si je prenais la responsabilité de mon frère sur mes épaules, j'aurais l'impression de faire quelque chose, que moi, je le protégerais du danger. Mais il y a un coût à cette stratégie. Et le coût de m'octroyer cette responsabilité a été énorme dans ma vie parce que non seulement ma posture de sauveur a continué de se manifester dans la relation avec mon frère, mais c'est aussi manifesté dans plein d'autres instances dans ma vie, où je me suis senti l'obligation de prendre la responsabilité de ceux que je percevais comme vulnérables. Et dans mon cas, il s'agissait davantage d'une responsabilité émotionnelle. Les détourner de l'inconfort de leurs propres émotions, en leur prodiguant des conseils, en donnant mon avis, en intellectualisant ce qu'ils vivaient, en les aidant à se distraire de différentes façons, plutôt que être dans l'accueil, dans l'écoute profonde. Donc, je me projetais sur les autres, en les imaginant victimes. En fait, c'était une projection de ma propre posture de victime. Donc, je m'imaginais que si je prenais la charge des autres victimes, ça me donnerait un sentiment de contrôle. Mais je traînais le fardeau de la responsabilité et de l'impuissance en même temps. Et tout ça pour ne pas entrer en contact avec ma peur de l'abandon. Depuis quelques jours, je prends conscience que les charges émotionnelles non résolues forment une stagnation dans le corps et que cette stagnation-là, éventuellement, mais ça devient une tumeur. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Depuis, je ne cherche plus à fuir ma peur par différents mécanismes de défense. Quand l'émotion se pointe, je me donne la permission de la vivre. Des fois, j'ai l'impression que je pourrais en mourir. Mais plus j'entre en contact avec la charge émotionnelle de la peur, plus je constate que le fait de la ressentir ne me met absolument pas en danger. En fait, je réalise que, hormis les histoires que je me raconte et qui, elles, me font vivre de la peur, ce que je suis en essence n'a jamais été en danger. Je n'ai jamais été en danger. Les charges émotionnelles se libèrent et se résolvent d'elles-mêmes quand je donne la permission à mes émotions refoulées de vivre leur vie pleinement au grand jour. Donc, aux dernières nouvelles, il n'y a pas de cancer. Ma dernière mammographie, ma dernière échographie, mes dernières prises de sang étaient normales et je vais bien. Je vais bien. Merci d'être là. Merci de m'écouter. J'ai d'autres thèmes dont j'ai envie de vous parler dans les prochains épisodes. Oh, et si vous ressentez le désir d'être accompagné
afin d'y voir plus clair dans les événements qui vous troublent, vous pouvez m'écrire en privé pour fixer une rencontre. À tout bientôt. Je vous embrasse tout le monde. Bye bye.